Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en compagnie de Tartarin de Tarascon, qu'a écrit Alphonse Daudet en 1872, depuis quelque temps maintenant. Et nous avons pu voir qu'il a fait son voyage finalement. Il est parti en Afrique, à la chasse au lion. À la chasse au lion, mais aujourd'hui, c'est à la chasse d'autre chose qu'il est. Et oui, il est tombé amoureux. Enfin, il est en train de tomber amoureux. Je m'en étais arrêtée à la page 91. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer vos histoires ou alors un petit message avec le hashtag VBN sur tous les réseaux sociaux. 8 jours durant, l'intrépide Tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt, on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ces dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain. Tantôt, il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans les sanctuaires. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons mauresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitare, des roulements de tambours de basque et des petits rires de femmes qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là, se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ces maisons, levait le lourd marteau de la poterne basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une volière endormie. « Tenons-nous bien, pensait le héros. Il va m'arriver quelque chose. » Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des pots d'orange et de figues de Barbarie. Jamais rien de plus grave. Lion de l'Atlas dormait. Le prince Grégory de Monténégro. Il y avait 2 grandes semaines que l'infortuné Tartarin cherchait sa dame algérienne. Et très vraisemblablement, il la cherchait encore. Si la providence des amants n'était venue à son aide sous les traits d'un gentilhomme monténégrin. Voici. En hiver, toutes les nuits de samedi, le grand théâtre d'Alger donne son bal masqué. Ni plus ni moins que l'opéra. C'est l'éternel et insipide bal masqué de province. Peu de monde dans la salle, quelques épaves de Bullier ou du casino, vierges folles suivant l'armée, chicards fanés, débardeurs en déroute, et 5 ou 6 petites blanchisseuses mahonnaises qui se lancent, mais gardent de leur temps de vertu en vagues parfums d'ail et de sauce safranée. Le vrai coup d'œil n'est pas là. Il est au foyer, transformé pour la circonstance en salon de jeu. Une foule fiévreuse et bariolée s'y bouscule autour des longs tapis verts, des turcos en permission misant les gros sous du pré, des morts marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait 40 lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'une couple de bœufs. Tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont les tribus de juifs algériens, jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupée autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, auprès de longs conciliabules, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le douro familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement d'yeux hébraïque
tournés vers la table, terribles yeux d'aimants noirs qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement comme par un fil. Puis des querelles, des batailles, des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces Saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix du cœur. Le héros s'en allait seul, dans la foule, pensant à sa mauresque. Quand parmi les cris, tout à coup, à une table de jeu, par-dessus le bruit de l'or, 2 voix héritées s'élevèrent. « Je vous dis qu'il me manque 20 francs, monsieur. »« Monsieur. »« Après, monsieur ? » ?»« Apprenez à qui vous parlez, monsieur. »« Je ne demande pas monsieur. Je suis le prince Grégory de Monténégro, monsieur. » À ce nom, Tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fier de retrouver son prince. Ce prince monténégrin si poli dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse, qui avait tant ébloui le bon Tarasconnais, se produisit par la moindre impression sur l'officier de chasseurs avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé, » fit le militaire en ricanant, puis se tournant vers la galerie. « Grégory du Monténégro, qui connaît ça? Personne. » Tartarin, indigne, fit un pas en avant. « Pardon, je connais. Je connais le prince, » dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier de chasseurs le regarda un moment bien en face, puis levant les épaules. « Allons, c'est bon. Partagez-vous les 20 francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougueux Tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire. » Et prenant le Tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros et, se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante. « Monsieur Barbarin Tartarin !» souffla l'autre timidement. « Tartarin, Barbarin, n'importe. Entre nous maintenant, c'est à la vie, à la mort. » Et le noble monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. Vous pensez si le Tarasconnais était fier? Prince, prince, répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces 2 messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit dont les terrasses plongent sur la mer, et là, devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crescia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince monténégrin, mince, fin, les cheveux crépus, frisés, aux petits fiers, rasés à la pierre ponce, constellés d'ordres bizarres. Il avait l'œil futé, le geste câlin et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache, très ferré d'ailleurs sur les langues latines. En citant à tout propos Tacite, Horace et les commentaires de vieille race héréditaire, ses frères l'avaient, paraît-il, exilé dès l'âge de 10 ans, à cause de ses opinions libérales, et depuis il courait le monde pour son instruction et son plaisir, en altesse philosophe. Coïncidence singulière, le prince avait passé 3 ans à Tarascon, et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, je sortais peu, fit l'Altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, n'osa pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en sirotant le vin rosé de Crescia, il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque, et même il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps.
On trinqua aux dames d'Alger, au Monténégro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait et les vagues dans l'ombre battaient la rive avec un bruit de draps mouillés qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Dans les platanes, un rossignol chantait. Ce fut Tartarin qui paya la note. « Dis-moi le nom de ton père, et je te dirai le nom de cette fleur. Parlez-moi des princes monténégrins pour lever lestement la caille. » Le lendemain de cette soirée aux platanes, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Vite, vite, habillez-vous. Votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baya. 20 ans, jolie comme un cœur, et déjà veuve. »« Veuve ? Quelle chance !» fit joyeusement le brave Tartarin, qui se méfiait des maris d'Orient. Oui, mais très surveillé par son frère. Et diantre, un mort farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. Ici un silence. Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas un homme à vous effrayer pour si peu. Et puis, on viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons vite, habillez-vous, heureux coquin. Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit et, boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Écrire à la dame, tout simplement, et lui demander un rendez-vous ? Elle sait donc le français ?» fit d'un air désappointé le naïf Tartarin qui rêvait d'Orient sans mélange. « Elle n'en sait pas un mot, » répondit le prince imperturbablement. « Mais vous allez me dicter la lettre et je traduirai à mesure. »« Ô prince, que de bonté !» Et le Tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre, silencieux et se recueillant. « Vous pensez qu'on n'écrit pas à une mauresque d'Alger, comme à une grisette de Beaucaire ? Fort heureusement que notre héros avait part de vers, lui ses nombreuses lectures qui lui permirent, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave Aimard avec le voyage en Orient de Lamartine et quelques lointaines réminiscences du Cantique des Cantiques, de composer la lettre la plus orientale qu'il se pût voir. Cela commençait par « Comme l'autruche dans les sables » et finissait par « Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. » À cet envoi, le romanesque Tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques, à la mode orientale. Mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur et ferait certainement très grand plaisir à la dame qui fumait beaucoup. « Allons vite acheter des pipes, » fit Tartarin plein d'ardeur. « Non, non, laissez-moi y aller seul. Je les aurai à meilleur compte. »« Comment, vous voulez au prince ?» Et le brave homme, tout confus, tendit sa bourse à l'obligeant monténégrin, en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touchée, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin et du reste, aux trois quarts séduite par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules, et pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des cargaisons de pipes. Qu'est-ce que diable Baya peut faire de toutes ces pipes ? Se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il paya quand même, et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et 2 ou 3 revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète.
La dame habitait dans les hauts de la ville. Devant sa porte, un jeune mort de 13 ou 14 ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les 2 visiteurs, il frappa 2 coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoudée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la Mauresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie ainsi, avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, roses fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le tuyau d'ambre d'un narguilé fumait à ses lèvres et l'enveloppait tout d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le Tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus mauresquement possible, en roulant de gros yeux passionnés. Baya le regarda un moment sans rien dire, puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc d'un fou rire faisant danser comme un sac rempli de perles. Sidi Tatri, Tatri. Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les morts causer entre eux, avec des clignements d'yeux et de petits rires, d'un certain Sidi Tatri Ben Tatri, européen aimable et riche qui, voici quelques années déjà, vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baya. Le Sidi Tatri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la cabache, n'est autre, on le devine, que notre Tartarin. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros. Des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillance. L'illustre Tarasconnais n'en fut pas plus exempt qu'un autre. Et c'est pourquoi 2 mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit comme Hannibal à Capo dans les délices d'Alger la Blanche. Le brave homme avait loué au cœur de la ville arabe une jolie maisonnette indigène, avec cour intérieure, bananier, galerie fraîche et fontaine. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa Mauresque. Mort lui-même de la tête aux pieds, soufflant tous les jours de son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baya, la guitare au poing, nasiguait des airs monotones, ou bien, pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre, en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et elle se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français ni tartarin, un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuquet ou chez l'armurier Costecalde. Et voici, c'est ici que s'achève notre édition de Voyage au bout de la nuit. Je me suis arrêtée à la page 104 pour ceux qui veulent reprendre la suite. Et bien sûr, j'attends vos messages avec le hashtag VBN et je vous dis à très très vite. Bonne nuit.